Trump continue d'attiser la guerre commerciale, Tesla est en chute, les actions européennes explosent et la Chine réplique. Voici tout ce que je vous propose de voir dans cette vidéo en mixant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Soyez toutes et tous les bienvenus, c'est Rick et je suis très heureux d'être avec vous encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'attends tout de suite vos commentaires pour savoir si vous préférez le format où je mixe analyse technique et analyse fondamentale ou si vous préférez dans les Rick quotidiennes faire comme d'habitude, à savoir d'abord le fondamental et ensuite l'analyse technique. Je compte sur vous pour me dire tout cela. Je tiens à rappeler que toutes les présentations que je fais, d'une part, sont disponibles sur mon canal Telegram, donc vous pouvez rejoindre, le lien est en description, et deuxièmement, que toute l'actualité, on va dire fondamentale, la data, la donnée, est issue de 3 sites sur lesquels je m'inspire pour pouvoir, tout simplement mener ces analyses fondamentales, à savoir Zone Bourse, Investing.com et Reuters. Merci à ces 3 sites d'exister qui me facilitent bien le travail pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut retenir de l'actualité des marchés quand on sait ô combien elle est riche chaque jour. Je vous propose donc de démarrer avec l'Europe dans un premier temps, où on a une Europe plutôt dopée et une Amérique assez hésitante. Alors qu'est-ce qu'on a observé? Tout simplement que l'effet Trump continue de déstabiliser les marchés. On va vite le voir sur les graphiques, c'est très clair, avec des annonces économiques imprévisibles et contradictoires. Alors cependant, l'Europe, elle rebondit fortement. Pourquoi? Il y a un changement radical de politique budgétaire, notamment en Allemagne. Vous avez peut-être vu l'envol du DAX, si on va aller l'analyser ensemble pour voir un petit peu mes objectifs. Mais récemment, le DAX, hier notamment, s'est envolé de 3,4% après la promesse de Berlin d'abandonner son austérité budgétaire et d'investir massivement. Alors attention cependant, parce que même si effectivement on est monté de 3,4 hier, ça fait suite à une chute la veille de 3,5 et vendredi par exemple on avait gagné 2,6. Donc autant vous dire que ça fait la pluie et le beau temps sur les marchés. Allons voir tout de suite ce que ça donne d'un point de vue graphique. Alors on se retrouve sur un visu 4 heures sur le DAX et on voit qu'on est actuellement dans l'objectif qu'on avait identifié il y a plusieurs semaines maintenant, puisqu'on avait eu un range ici de consolidation sur lequel on avait projeté cet objectif. Alors comment on avait fait? Tout simplement, nous on adore s'appuyer sur les grosses figures chartistes bien lourdes, bien évidentes. On reporte ça sur le bas du drapeau et ça nous emmène, vous le voyez, sur cette zone des grosses mailles, 23 350. C'est ce qu'il fallait retenir et c'est effectivement le niveau qu'on a atteint. Donc tout ça déjà on va pouvoir l'effacer puisque désormais l'objectif est atteint. Bien sûr on ne traite pas de là-bas à ici, l'idée c'est simplement d'avoir des objectifs où tant qu'on est en tendance, on applique des stratégies de trading qui nous permettent d'accompagner en fonction de la tendance le prix jusqu'à ces objectifs tant qu'il n'y a pas de retournement de tendance, puisque bien évidemment il n'y a aucune certitude et ça permet d'être dynamique et de pouvoir prendre et travailler des actifs qui sont globalement haussiers dans l'idée. L'objectif maintenant, vous le voyez, on a eu des réactions assez volatiles, comme je vous le disais, grosse réaction vendredi dernier sur le support, on le voit très bien avec un petit marteau qui s'est effectué ici sur la journée de vendredi, mais quand on descend en 4 heures, on avait réussi assez facilement à s'extirper finalement du dernier point haut pour finalement quasiment tout rattraper. Et tu ne sais pas trop pourquoi avec les marchés actuellement, tu as une énorme accélération. Alors on l'a vu, l'annonce effectivement de sortir de l'austérité budgétaire allemande a plu plutôt au marché, d'autant plus qu'on est quand même dans un contexte plutôt de récession, ce qui n'empêche pas par ailleurs les marchés de continuer à s'envoler. Donc la question c'est est-ce que ça va continuer ou pas? Pour le moment, moi j'ai envie de vous dire, on a pas mal d'incertitudes et quand on a de l'incertitude, moi je fais confiance au graphique, je fais confiance à ce que les opérateurs veulent faire. Pour l'instant, il semble en tout cas qu'ils souhaitent continuer de monter et dans ce cadre-là, je continue de travailler comme on l'a fait précédemment. J'ai ici un joli drapeau que je peux reporter hop sur le bas et ça me projette tout simplement. Et on va faire simple, 23 921, vous comprenez que l'idée c'est de venir ici dans les 23 000, pardon, pas 23 000, mais 23 950, et pour faire simple, 24 000, toute cette zone ici sera effectivement intéressante et sera l'objectif à essayer d'accompagner en fonction des différentes configurations que vous pouvez avoir et vos stratégies de trading. L'idée c'est pas d'aller chercher directement les 24 000 comme on est à 23 260, sur un day trading, aller chercher 800 points, ça ne fait évidemment pas de sens, mais ça n'empêche que c'est intéressant pour pouvoir accompagner progressivement avec des stratégies, des niveaux techniques, des niveaux d'indicateurs qui peuvent vous permettre de travailler cela. Bien évidemment, pas de setup de vente pour moi sur le DAX. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Je vous laisse bien évidemment me le faire savoir en commentaire. On retourne du côté des États-Unis où cette fois-ci, c'est pas tout à fait la même danse. On a Wall Street qui continue d'hésiter, perturbé par des décisions en dents de scie de la Maison Blanche. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais quand Donald Trump a le micro, quasiment dans l'heure ou en tout cas les heures qui suivent, on a la Maison Blanche qui vient plus ou moins invalider ce qu'il a dit, mettre un petit peu d'eau dans son vin pour rassurer les marchés, ou en tout cas les pays de manière plus globale. Donc c'est très compliqué actuellement d'avoir une bonne visibilité. Encore une fois, on va le voir dans un instant sur les graphiques. Ce qui a animé en tout cas ces dernières heures, c'est tout simplement Trump qui, après avoir dit qu'il allait encore augmenter, et d'ailleurs ça a été mis en place depuis mardi,
désormais, il entend en tout cas des exemptions soudaines de droits de douane sur certains produits mexicains et canadiens. Pourquoi? Tout simplement, c'est le jeu de la négociation. N'oubliez pas que c'est un grand entrepreneur de base et donc il joue beaucoup sur les négociations et sur l'aspect commercial. Donc je pense qu'il met toujours la pression et la barre très haute pour en obtenir peut-être un tiers ou la moitié. C'est le jeu des négociations. Toujours est-il que sur les marchés, on a un impact qui est assez immédiat. On avait eu pas mal de chutes et ça a quand même légèrement en tout cas rassuré les marchés. On ne peut pas parler non plus de marchés qui reprennent une ultra tendance haussière et on a eu un rebond temporaire du SP500 de 1% et du Nasdaq 100. D'ailleurs, je vous invite à ce qu'on passe sur les graphiques pour voir ça. On commence avec le SP500 avec une vue daily où on voit bien toute l'indécision, l'incertitude. On a des tentatives de cassure, mais finalement c'est racheté systématiquement. On voit bien l'indécision qui se met en place depuis les annonces sur les taxes. Oui, il y en a, non, il n'y en a pas. Peut-être que oui, peut-être que non. La guerre en Ukraine, peut-être que oui, peut-être que non. Bref, très très compliqué bien évidemment de trader là-dedans. Pour ma part, si je dois définir un plan, je reste quand même globalement haussier parce que j'estime que ce niveau est toujours un niveau de support et qu'il n'est pas cassé. Donc je n'ai pas envie de vendre tant que j'ai pas une validation de cette cassure. En plus de ça, je dois admettre que le niveau de support est quand même très proche en dessous. Ça laissera pas beaucoup de place et de setup parfait pour pouvoir vendre. Ça n'empêche qu'il y a différentes choses qu'on peut faire. Premièrement, c'est tout simplement attendre effectivement la cassure. Je commençais par un setup vendeur qui n'est pas celui que je privilégie, mais peu importe. Encore une fois, c'est pas parce que je le privilégie pas qu'il peut pas se passer loin de là. C'est d'aller chercher plutôt en vente cette zone, cette grosse zone rouge. Vraiment, j'aurais du mal à travailler ça parce que j'estime qu'il n'y aura pas beaucoup de place dans mes setups pour pouvoir le faire. Même sur du petit day trading, ça reste assez compliqué de trouver des stop loss qui vont être évidents. Donc, prudence bien évidemment là-dedans. Malgré tout, ça peut se travailler. Par contre, si on enfonce cette zone, alors là, on a vraiment la place pour complètement chuter et aller beaucoup, beaucoup plus bas. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir le décalage qu'il y a entre prix futur et mon ETF sur le SP500, où on voit qu'ici, pour l'instant, ça tient. Et regardez ce qui se passe sur les ETF. On a une vente massive sur le Vanguard actuellement. C'est pas du tout ça. Hop, je fais un petit bond là-dessus. Ça rebondit à l'ouverture ce matin, mais regardez, le canal ici d'épuisement qu'on voit bien, canal haussier lâché, pullbacké magnifiquement, et on lâche assez fortement. Et si on retrace un petit peu le range qu'on avait, on voit que d'un point de vue investisseur en tout cas, il y a de la vente, moi j'aime bien. Alors certes, moi j'ai payé ici un lundi, je ne sais plus où est-ce qu'on était lundi, mardi, donc lundi j'ai payé ici à peu près à l'ouverture, puisque je rappelle que tous les lundis du premier mois, je continue mon DCA. Si ça chute, c'est pas très grave pour cet achat, on continuera, il se valorisera plus tard dans le temps, ça me permettra de racheter plus bas et de renforcer, et encore une fois, vous voyez ces différents niveaux, qui seront non seulement des niveaux que je paierai, bien évidemment, si c'est le moment de faire mon DCA, mais aussi où je viendrai injecter de la liquidité, si jamais, on vient les chercher pour renforcer un peu plus ces positions. Voilà, ça c'est du côté du SP500. On va se parler du Nasdaq. Ne bougez pas, je vous le trouve. Hop, qui est à peu près grosse maille. Ah, pardon, j'ai même pas fait le plan acheteur. Excusez-moi, parce que c'est quand même celui que je vais surveiller. En fait, on a une petite zone de consolidation sur le SP500 qui m'intéresse. C'est si jamais on arrive à sortir de cette zone-là, bien évidemment pendant les heures américaines. Voilà, vous voyez ici, on a une toute petite zone. Tout ce qu'il y a de là, si on arrive à en sortir par la hausse sur la zone des 5880, on essaiera de reprendre des achats dans un premier temps jusqu'au 6000, qui est le milieu de range, je le rappelle, sur les indices américains. Donc essayer de jouer finalement le rebond. Si on veut prendre un swing, c'est plutôt essayer de travailler dans cette zone-là et trouver une invalidation sous le support pour aller chercher un joli 6151, le dernier ATH, pour vraiment jouer finalement un énième rebond dans ce range qui pourrait s'éterniser. C'est pas parce qu'aujourd'hui tout est rouge que demain tout le sera aussi. Ça peut très bien repartir rapidement au vert. Vous savez à quel point les marchés peuvent se retourner leur veste vite et très vite même, comme on a pu le voir ces dernières séances. Du côté du Nasdaq, on est un petit peu moins dans cette configuration où le support tient, bien que pour moi on est en train d'hésiter justement à continuer la baisse. C'est lourd. Les positions semblent racheter quand même pour le moment, tant bien que mal. Je dis bien tant bien que mal parce que c'est pas non plus évident avec une énorme avalante, une énorme englobante qui propulserait les achats jusqu'au niveau des 21 500. Donc je reste extrêmement prudent sur le principe. Par contre, c'est sûr que si on commence à avoir une bougie qui fait une vraie fracture, une vraie bougie d'impulsion à la baisse, alors dans ce cas-là, l'objectif, ça sera de vendre jusqu'au 18 590 et pourquoi pas à ce niveau-là, par contre, commencer à envisager un retour des achats parce que on arrivera sur un gros niveau, un ancien ATH de mars 2024 sur lequel après on était venu retravailler et on pourra bien évidemment envisager des achats ici, bien évidemment sous réserve
qu'on ait des signaux de retournement, parce qu'on n'est pas à l'abri, qu'on chute bien évidemment beaucoup plus et qu'on revienne sur des niveaux historiquement beaucoup plus bas, sur les 16 000. Oui, ça fait froid dans le dos, oui, ça peut picoter pour ceux qui investissent, mais c'est ça l'investissement, c'est savoir absorber ces phases difficiles de bruit de marché un peu euphorique. Est-ce que vraiment comment dire, l'économie américaine sur le long terme est remise en question? Est-ce que le fait qu'on augmente les douanes change comment dire, les fondamentaux sur une économie, hein, donc qui va au-delà bien évidemment que simplement regarder ce qui se passe semaine après semaine? Est-ce qu'on a des remises en question sur les entreprises américaines? Est-ce qu'on a des remises en question sur la démographie? Est-ce qu'on a des remises en question sur des sujets beaucoup plus profonds et globaux? Pour moi, je ne pense pas totalement. Alors, sur certains points, oui. Mais est-ce que ça va faire en sorte que les États-Unis perdent leur place de première puissance mondiale ou s'enfoncent et ne connaissent plus jamais de croissance? Honnêtement, je ne pense pas. Donc, c'est pourquoi je continue d'investir. À l'inverse, si on réintègre ce niveau de support, on n'hésitera pas, hein, bien évidemment, un peu comme sur le SP500, on voit qu'on a une phase de consolidation qui se fait, une grosse explosion. Pourquoi pas jouer la réintégration dans le range? En fait, l'idée, c'est pas de se dire j'espère avoir raison, c'est plutôt de se dire ok, est-ce que si je fais un petit quelque chose comme ça avec un ratio 2, ça vaut le coup ou pas? Est-ce que acheter un support dans le cadre d'un range précédé par une tendance haussière, ça marche 33% du temps? Grosse maille, c'est la question qu'il faut se poser. À vous de trouver la réponse. Pour moi, j'estime que oui, donc c'est évidemment quelque chose que je chercherai à travailler. Petit tour du côté de l'Europe maintenant avec l'explosion des actions de défense. Vous l'avez vu, les tensions en Ukraine et la volonté de l'Europe d'investir massivement en défense ont provoqué une envolée. On peut parler d'envolée spectaculaire des valeurs militaires. On a vu d'ailleurs Thales bondir de plus de 28% en une semaine, porté par notamment l'augmentation des budgets militaires européens. Eutelsat flambe de plus 553%. Alors tout simplement, en plus de cette notion de budget, c'est qu'on a aussi une énorme rumeur, c'est tout simplement que le fournisseur de satellites pourrait remplacer Starlink en Ukraine, après des rumeurs sur donc un retrait de Elon Musk. Eh oui, c'est pas rien. Alors, pure rumeur ou réel fact, on verra ça un petit peu plus tard. Toujours est-il que les marchés semblent apprécier la chose. On va analyser le graphique de Telsa dans un instant parce que tout n'est pas si rose, vous allez le voir. Telsa deviendra-t-il le nouveau Starlink? C'est la question qui est posée aujourd'hui puisque l'entreprise possède déjà une constellation mondiale, pour ceux qui ne connaissent pas trop le sujet. Alors, c'est pas du tout une entreprise sur laquelle je suis spécialiste, mais grâce à mes super outils Zone Bourse, Investing Pro et Reuters, j'ai eu cette information. Donc, l'entreprise possède déjà une constellation mondiale de satellites en orbite basse grâce à sa fusion avec OneWeb. Voilà, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus de ce côté-là. Qu'est-ce que ça donne d'un point de vue graphique sur Thales et Eutelsat? Allons voir ça tout de suite. Alors du côté de Thales, ça explose, hein, on l'a vu, on est dans une action avec des très bons fondamentaux et qui est très haussière. Je vais retirer tous ces petits graphiques. Si on regarde ce qui se passe, grosse maille, hein, depuis son point bas ici, pour autant dire le début de l'année, on est quasiment à 1x2, hein, avec vraiment une grosse accélération. Est-ce qu'on achète un titre aussi vertical? À mon sens, non. Est-ce qu'il faut en avoir en portefeuille? J'ai envie de dire, quand on regarde ça, oui. Est-ce que c'est le meilleur moment pour acheter? Non, hein, encore une fois. Il faut dissocier le fait d'acheter une action qui est bonne et de son prix. Ok. Encore une fois, pas de conseil en investissement ici, mais j'ai envie de dire, ceux qui ont du Thales, félicitations, très bien, vous êtes payés pour en détenir. Je n'en ai pas dans mon portefeuille, mais ce qui est important, c'est surtout d'identifier ces titres en amont. C'est justement pour pouvoir profiter de belles opportunités quand on a des entreprises avec des fondamentaux solides et qu'il y aura le cycle économique ou la bonne news ou la chose qui va bien, que cela vous permettra de faire de la performance. Vous ne ferez jamais de la performance en achetant un titre qui vient déjà d'exploser. Il faut être déjà dans le train pour pouvoir tout simplement exploser avec lui. Si vous rentrez à chaque fois après la news, vous êtes tout simplement un petit peu le dernier dindon de la farce. Alors quand je dis dernier dindon de la farce, bien évidemment, je ne suis absolument pas en train de dire que Thales, pardonnez-moi, abus de langage, va s'arrêter ici. On a des possibilités qui peuvent encore croître, etc. Mais je serai assez prudent quand même parce que certes, le fondamental va dans le sens, hein, là on est complètement OK, on est sur une entreprise qui est très intéressante. Maintenant attention, le travail d'explosion a déjà été fait. Bien sûr qu'on peut encore continuer, et d'ailleurs je tiens à le rappeler, à Nvidia qui avait à peu près connu la même chose en 2022-2023, surtout 2023, 2024 également, j'avais dit il ne faut pas acheter, enfin en tout cas moi je n'achète pas, il ne faut pas, chacun fait bien ce qu'il veut, pas de conseil en investissement ici, mais et je me suis planté parce que ça a continué de monter pas mal. Maintenant la question c'est, est-ce que le potentiel qui est resté à faire est certain? Oui, non, et surtout quel est ce potentiel? Est-ce qu'on n'a pas d'autres actions finalement avec des très bons fondamentaux qui représentent des potentiels beaucoup plus haussiers, qui n'ont pas encore explosé et qui pourraient nous permettre de rentrer? Et ça c'est justement intéressant de pouvoir les identifier avec des outils comme Investing Pro que je vous montre dans un instant, puisque on va
voir que sur Eutelsat notamment, il y a quand même des risques et que tout n'est pas si beau. Donc concernant Thales, si je devais regarder un petit peu l'action rapidement, il y a des petites zones de repli qui peuvent être sympas. Bien évidemment, revenir tester la TH, mais il faudrait pour ça que l'action corrige et de manière assez significative de 30%. Donc c'est peut-être pas pour demain la veille, on est d'accord, c'est peut-être même pour jamais. Mais si jamais on a quoi que ce soit, ça peut être sympa. On a également un gap à combler ici. Mais encore une fois, Thales, c'est bien de s'y intéresser maintenant. Ça aurait été mieux de s'y intéresser avant. Parce qu'encore une fois, c'est pas la news qui doit nous faire acheter, c'est bien des raisons fondamentales et être dans le train. On avait une jolie petite phase de consolidation d'ailleurs qui avait été cassée ici et qui pouvait laisser entendre un potentiel, comme on avait eu d'ailleurs ce joli drapeau à l'époque à ce niveau-là, qui avait permis également, vous voyez, suite à la cassure et au pullback ensuite sur le point haut qui avait permis de retourner l'action, et bien de pouvoir entraîner cette reprise. Donc l'idée, c'est d'avoir en portefeuille ou du moins en watchlist, à minima en watchlist, des actions de qualité. Et quand effectivement on souhaite coupler ça avec l'analyse technique, on a le droit. Moi, je ne suis pas un grand fan, si on estime que c'est des vraies très bonnes actions de qualité, de systématiquement timer le marché, mais pourquoi pas renforcer des lignes, en tout cas qu'on a déjà en portefeuille sur des configurations, comme par exemple, on avait cette petite zone de consolidation ici. Vous savez que j'adore les figures chartistes. Bon, bah, on a un petit drapeau qui se met bien en place à ce niveau-là. Hop là. Tac, tac, hop, si on reporte, boum, c'est ce qui nous avait donné quasiment la TH. Donc il y a des choses intéressantes à faire sur ces points de vue-là, bien évidemment, mais attention à pas de les acheter à n'importe quel moment. Du côté de Telsat, maintenant, attention, là, c'est pas du tout, mais alors pas du tout la même configuration. On n'est absolument pas dans une société avec les mêmes fondamentaux, on va voir ça dans un instant, c'est absolument pas autant orienté à la hausse, et donc je vous invite à être extrêmement prudent sur ces aspects spéculatifs. Combien de fois j'ai vu des entreprises, et d'ailleurs on le voit bien, l'entreprise n'est absolument pas haussière actuellement, et combien essayent d'acheter en se disant « Ah, bah c'est super ici, je vais acheter parce qu'on est au niveau des 9, alors que l'action était à 31, donc je vais l'acheter. » Non, si l'action elle est passée de 31 à 9 et qui semble ne rien avoir, en tout cas de positif, que ce soit sur les fondamentaux ou dans l'analyse technique, c'est qu'a priori, il y a des raisons aussi. Donc n'essayez pas à chaque fois d'attraper le couteau qui tombe. J'ai vu des erreurs faites et refaites sur des titres comme Worldline, comme Atos par exemple, où beaucoup ont essayé d'acheter dans la baisse, en essayant d'avoir un potentiel haussier énorme, alors qu'il y a des entreprises de qualité qui continuent d'être haussières et qui continuent de faire de la croissance 10-15%. Bah, en plus, ce qui se passe souvent, c'est que vous allez mettre plus gros dans ces entreprises de qualité et tout petit sur ces entreprises-là. Donc même si jamais votre pari est bon, bah, au final, vous n'allez pas gagner grand-chose parce que ça sera une toute petite ligne de votre portefeuille. Pourquoi pas? Encore une fois, chacun fait bien ce qu'il veut, mais je ne trouve pas que ça soit stratégiquement intelligent de choisir ce type d'entreprise. Encore une fois, je me trompe peut-être sur le titre et peut-être que d'ici 2-3 ans, elle sera à 38 et même peut-être bien avant d'ailleurs. C'est ce que je vous souhaite si vous êtes dedans. Mais encore une fois, est-ce que c'est pas l'effet un peu news? Je vous pose la question, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse cette action ou pas et quelles en sont les raisons. Moi, je ne connais pas plus que ça, honnêtement. Je suis absolument pas un fan de ce type d'entreprise où je n'y comprends pas grand-chose en réalité sur son activité. Donc j'évite d'investir dans des entreprises de ce type quand je connais pas le secteur. Quand c'est pour jouer des opportunités de rattrapage, de valorisation, pourquoi pas, mais absolument pas pour les détenir long terme. Donc chacun y verra midi à sa porte, bien évidemment. Et il y a peut-être un bon coup à faire, mais quand on regarde ici la valorisation, alors là je suis sur Thales, mais on va aller voir Eutelsat. Donc là, l'outil que j'utilise, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Investing Pro. C'est un outil qui est payant à moins de 90 € l'année avec le code AFF8 si ça vous dit. Vous avez moins 17% sur les abonnements avec le lien qui est en description. C'est un outil qui est super, notamment pour les personnes qui débutent, mais aussi pour les avancés. Pour ceux qui débutent ou qui n'ont pas trop envie de se prendre la tête et qui veulent avoir déjà quelques outils à disposition, vous prenez la première formule, la pro. Pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin et ceux qui aiment bien mettre le nez dans les outils, c'est 220 € je crois à l'année. C'est donc pas très cher pour faire de l'investissement et c'est un outil qui est top parce que on a des outils de facilité pour observer rapidement des entreprises. Par exemple ici sur Eutelsat, on voit tout de suite que l'entreprise n'a pas une super note et que notamment la rentabilité, la croissance, c'est pas trop ça. Ce qui la sauve un peu, j'ai envie de dire, c'est le momentum du prix, notamment parce qu'on a une grosse accélération sur ces dernières semaines. Si on regarde un petit peu les principes de valorisation, que ce soit d'ailleurs auprès des analystes ou des modèles d'investissement, on voit qu'on est complètement surcoté. On a une baisse potentielle par rapport aux fondamentaux de moins 75. Bien évidemment, avec une incertitude haute et à remettre en perspective puisque on ne se base sur les derniers résultats ici pour faire ces rapports de valorisation. Maintenant, peut-être que l'actualité économique fait qu'effectivement, ça va améliorer bien évidemment ces fondamentaux et donc la valorisation sera revue à la hausse. Mais c'est toujours bien pour pouvoir filtrer des entreprises pour pouvoir comparer. Et je vous rappelle qu'avec Investing Pro, vous avez des outils d'IA qui vous sont intégrés comme le Top Action Française par exemple.
Et ici, vous retrouvez tous les mois un certain nombre d'actions qui vous sont invitées en tout cas à ajouter au portefeuille, à retirer. Vous pouvez suivre à la lettre ou bien choisir celles qui correspondent tout simplement à vos critères d'investissement. Et on voit d'ailleurs, hein, pour faire un petit parallèle, que l'outil était rentré le mois dernier. Alors comment je le sais? Tout simplement parce que vous allez sur le 1er février 2025 et ici vous avez Thales. Alors c'était pas le mois dernier? C'était il y a 2 mois, pardonnez-moi. Mes excuses. Hop, janvier. Non plus. Bon, je me trompe complètement. En décembre, peut-être. C'était en décembre. Ils étaient rentrés en décembre, donc à 141,50. Et donc, on est sorti ce mois-ci. Donc, où on avait une performance, par exemple, de 36%. Ils ont vendu leur ligne et ils ont rajouté un certain nombre de sociétés. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai identifié Technip, que je trouve très intéressant et dont j'ai fait une vidéo sur la chaîne, bien plus détaillée simplement que les outils que nous propose Investing Pro. Mais voilà, si ça vous intéresse, vous avez la vidéo. Toujours est-il que je vous recommande, si vous voulez faire de l'investissement, de vous intéresser à ce type d'outils pour moins de 100 € l'année ou un peu plus de 200 en fonction du degré d'outils que vous voulez avoir. Qu'est-ce que ça va être la différence? Par exemple, ici, des stratégies IA, vous en avez un peu plus de 38 et puis il y en a régulièrement qui viennent s'ajouter. Si vous avez le Pro Plus, alors que si vous avez le Pro, vous êtes limité entre guillemets à 6. Par exemple, vous n'avez pas cette stratégie sur les opportunités de valeur en France. C'est à vous de voir, il y a moins d'indicateurs, il y a moins de data aussi qui vous sont mis à disposition. Si vous débutez, c'est déjà pas mal. Un outil à moins de 100 €, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui et ça permet quand même d'aller assez loin. D'ailleurs, si on fait un petit tour sur l'entreprise Thales rapide, pardonnez-moi, je n'ai pas choisi la bonne place boursière. Pensez à bien, hein, quand vous tapez et qu'il y en a plusieurs, à choisir celle sur laquelle elle est négociée. Ici, on voit qu'on n'est quand même pas du tout sur la même chose. Alors certes, on a un potentiel de baisse également, mais on est sur une valeur qui a déjà une meilleure performance. Momentum, elle est au top. La valeur relative, elle est peut-être un peu surcotée, ok, mais déjà, on est sur des santé de rentabilité et de croissance qui sont ok. Idéalement, 4, c'est bien, mais 3, c'est déjà pas mal. Et si vous vous demandez ce qu'il y a, hein, je rappelle qu'en cliquant par exemple sur santé de rentabilité, vous découvrez les indicateurs qui sont pris en compte pour pouvoir comparer par rapport à ses concurrents et à son secteur, si elle est bien ou pas positionnée, ce qui lui donne une note, ils en font la moyenne et voilà comment vous vous retrouvez avec une note de performance. Vous avez bien évidemment tout ce qui est profil financier ici avec les comptes de résultats, bilan, rapprochement de l'EBITDA, pardon, c'était les états de flux de trésorerie que je voulais vous parler, plus des prévisions, etc. Bref, c'est ultra complet et vraiment il y a de quoi bien investir avec ça, sans oublier bien évidemment la partie sur les investisseurs que vous pouvez vous amuser à recopier si vous voulez faire le même portefeuille que Warren Buffett, Bill Gates ou encore Ray Dalio. Voilà de ce côté-là sur Investing Pro. Donc juste pour dire que sur les actions européennes, on voit qu'on est quand même bien survalorisé désormais. Et pour moi, c'est absolument pas le bon timing. La news a permis d'exploser. D'ailleurs, je vous invite, pourquoi pas, en fonction de vos stratégies, mais peut-être à prendre des profits si certains étaient exposés sur ces titres. Autre entreprise dont je souhaitais vous parler, c'est Tesla qui est en difficulté. D'une part, parce que Goldman Sachs a abaissé l'objectif de 345 à 320, ce qui est jamais un bon signe entre nous. Et en plus de ça, on a une chute des livraisons avec une baisse en Europe de 40% et aux États-Unis d'un trimestre à l'autre. Donc ça fait quand même beaucoup, d'autant plus que le modèle Y peine à maintenir la demande. La concurrence se complique donc pour le FSD étant le full self-driving. Donc tout ça, ça met Tesla sous pression et je vous propose qu'on voit son graphique parce qu'on en avait parlé ce week-end et vous allez voir que malheureusement tout se passe pas nickel pour le moment. Samedi, on avait donc parlé de ce niveau, hein. Vous savez, il y a un énorme range ici, on avait parlé de ce gros niveau de polarité et on disait il faudrait ne pas l'enfoncer. Alors bien évidemment, la semaine n'est pas finie, mais quand je regarde le daily, ça sent pas bon. Parce que quand on a tenté ici de reprendre le niveau, non seulement on l'a rejeté et en plus on a eu un décrochage qui s'est fait mardi. Alors la bougie est verte certes, mais n'oubliez pas que c'est une différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture. Donc oui, on a clôturé plus haut que ce qu'on a ouvert, mais n'oubliez pas que quand on a ouvert, on a décroché aussi de quelques pourcentages à ce niveau-là. Donc on a une réaction qui est en train de combler le gap un petit peu pour le moment sur mercredi. Est-ce que vraiment c'est acheteur? Honnêtement, vu les fondamentaux actuels et vu le niveau technique, je serais très très prudent sur l'action Tesla. Après, à vous d'en juger, bien évidemment. Il y a une différence entre l'aspect trading et l'investissement. Si vous estimez que c'est une bonne valorisation et que ça continue d'être un bon niveau pour payer et accompagner, n'hésitez pas. Mais si on parle uniquement ici de tendance, pour moi, on n'est plus du tout dans une tendance haussière et je serais, en tout cas de mon côté, pas fan pour acheter cette entreprise. Dernier point important dont je voulais vous parler dans cette émission, c'est bien évidemment la guerre entre les États-Unis et la Chine, enfin la guerre commerciale, hein, qu'on s'entende, avec des États-Unis qui ont continué leurs menaces et l'application de leurs sanctions avec une augmentation de 10% des droits de douane sur les produits chinois. Quand la Chine se prend une gauche, elle met une droite. Donc Pékin a décidé de répliquer violemment et menace désormais de mener toute guerre commerciale nécessaire
contre Washington. Bonjour l'ambiance, nouvelle vague de surtaxe chinoise à prévoir sur les produits agricoles américains, près de 15%, enfin plus de 15%, dès d'ailleurs le 10 mars, et ça augmente la pression sur Trump, notamment par les agriculteurs. Alors est-ce qu'il en a quelque chose à carrer? Ça c'est un autre sujet, mais qui voit ici leurs exportations évidemment menacées, et la Chine pourrait encore durcir les restrictions sur les entreprises américaines et les exportations stratégiques. Car oui, c'est bien beau, hein, Trump, alors moi je l'ai entendu dans une émission, et je suis navré parce que j'adore citer mes sources, mais alors pour le coup, je suis complètement incapable de relayer où j'ai vu ça, mais j'étais assez d'accord avec, je crois, c'était un économiste qui disait, bah oui, c'est bien d'augmenter les taxes sur les produits chinois et les produits mexicains ou canadiens, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup des produits finis américains qui sont composés ou en tout cas assemblés aux États-Unis suite à de la production chinoise, mexicaine ou canadienne. Donc bon, jusqu'à où ça va mener, j'en sais rien. Certes, c'est bien de consommer américain, mais il y a un moment, ça va aussi se freiner l'économie américaine, hein. Tout le monde voit ça comme ah bah super, tout le monde va consommer américain. Oui et non, parce que dans ce qui est de la consommation américaine, il y a aussi des produits qui sont faits ou des services qui sont délivrés grâce, et bien tout simplement à la Chine ou au Mexique ou encore au Canada et potentiellement à l'Europe, puisqu'on est un petit peu sujet. Donc, à mon avis, méfiance de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il faudra surveiller pour ces prochaines heures et cette semaine? Bah, tout d'abord, on va avoir comment ça se passe au niveau de la volatilité des marchés. J'attends d'ailleurs votre retour. Est-ce que vous pensez qu'on va continuer à ranger dans ces niveaux, notamment sur les indices américains, ou qu'il y a une vraie direction qui va être prise? Quel peut être selon vous le catalyseur qui va bouger tout ça? J'ai vraiment envie de savoir quel est un petit peu votre sentiment de marché. Moi je suis un peu perdu comme vous voyez, hein, sur les niveaux, c'est très compliqué pour moi. N'hésitez pas à me dire si vous avez des convictions profondes, c'est toujours très intéressant de pouvoir en discuter. La BCE, il faudra regarder ce qu'elle va faire aujourd'hui sur ses taux, puisqu'elle va donner une direction plus claire sur sa politique monétaire, et bien évidemment à suivre, hein, l'impact de la guerre commerciale sur l'économie américaine, jusqu'à où notre ami, ou si on peut l'appeler ainsi, Donald Trump souhaite aller. Ben on verra un petit peu ce qu'il veut bien nous en dire. J'attends vos retours pour savoir si vous préférez le format comme ça un petit peu mixé, un peu plus dynamique, ou alors si vous préférez vraiment la phase analyse technique et focus sur un ou deux actifs à la fin de l'émission. Dites-moi le format que vous préférez. Je rappelle que ce support est également disponible sur mon canal Telegram. Moi, je vous remercie pour le visionnage et je vous laisse avec une vidéo de trading, notamment sur Investing Pro, pour savoir comment bien utiliser cet outil.